Dans toute pratique thérapeutique qui inclut une dimension énergétique ou spirituelle, on va rentrer en contact avec le monde autre, ce monde de l'invisible, qui requiert un langage particulier. Il s'agit de créer un lien, une communication, un code, un langage entre ce monde visible et ce monde invisible. Le monde invisible qui est un monde structuré, organisé, hiérarchisé, et qui est donc à son propre langage, on peut dire un langage métaphorique, un langage analogique ou un langage symbolique. Donc le rituel est une mise en forme visible, sensible dans ce monde-ci, à travers des gestes, à travers des paroles, à travers l'usage de parfums, de supports matériels. Une mise en forme d'un langage qui soit aussi compréhensible dans le monde invisible, qui doit donc être de caractère symbolique, qui va donc s'adresser en même temps en nous, les êtres humains. Notre dimension symbolique est une dimension inconsciente qui est intégrée dans notre corps. Donc le rituel est une mise en forme sensible dans ce monde-ci et compréhensible, et en même temps compréhensible dans le monde autre. Donc c'est un langage de traduction, de passage. Donc le rituel, c'est une sas, une porte qui permet de communiquer de ce monde-ci au monde autre. C'est pour ça que le rituel ne peut pas être inventé selon des critères qui seraient purement esthétiques, mais il est imposé par les supports, en particulier par les plantes médicinales, ce sont des plantes psychoactives comme l'ayahuasca, imposé par l'énergie de ces plantes, par le caractère de ces plantes, par leur structure interne, par ce dont elles sont porteuses. Donc le rituel est enseigné, c'est un langage qui doit être appris. Il va être appris à l'intérieur des rituels eux-mêmes, à l'intérieur des sessions, à l'intérieur des situations où il y a des états modifiés de conscience, par une relation directe avec ce monde autre qui est celui qui enseigne comment sont faits ces rituels et comment ils doivent être faits. On peut dire sur un plan psychologique, pour le dire d'une autre façon, c'est un système de contention et d'intégration des expériences de modification des états de conscience. On va accéder à travers les états modifiés de conscience justement à cette partie de nous-mêmes, à cette partie du monde autre, qui est une partie invisible mais qui est en fait extrêmement codifiée, structurée, organisée, souvent qu'on ignore. Donc on va, à travers cette mise en forme rituelle, pouvoir contenir l'expérience, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte qu'elle puisse être intégrée à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos affects et à l'intérieur de notre psyché, c'est-à-dire nous nourrir, nous alimenter, nous apporter quelque chose. Donc on va aller faire une exploration en quelque sorte dans ce monde autre, transitoire, et notre but est d'en revenir enrichi, d'établir un lien, un contact. Donc je dis que le rituel est une manière de passer dans le monde autre, mais surtout d'en revenir. Parce que passer dans le monde autre, on peut le faire de manière chaotique et désordonnée, on peut se shooter avec n'importe quelle substance, et on aura des expériences transpersonnelles ou des expériences extrasensorielles ou paranormales. Le problème, c'est après d'intégrer ces expériences. Donc ça, c'est fondamental en ce qui concerne la toxicomanie, puisque la toxicomanie, précisément, est une tentative de s'échapper ou d'amplifier sa conscience ou d'aller au-delà des limites du monde ordinaire, du monde-ci, de ce monde-ci dans lequel on vit, ce monde sensible, pour aller voir ailleurs un petit peu qu'est-ce qui s'y trouve, consciemment ou inconsciemment. Alors on peut effectivement très facilement avoir ce genre d'expérience, et après, qu'est-ce qu'on en fait si on revient, quand on revient dans cet univers-ci, dans cette réalité quotidienne, et avec des expériences qui sont d'une puissance psychique, énergétique telle, ben, qu'on est débordé, on ne sait plus quoi en faire. Donc il faut avoir un moyen d'intégration de ces expériences-là pour pouvoir les intégrer dans notre vie quotidienne et qu'ils nous enrichissent. Donc le rituel va permettre, avant d'entrer dans ces expériences, de poser le cadre dans lequel on va vivre cette expérience. Quelle est l'intentionnalité qu'on pose? Qu'est-ce qu'on va demander à ce monde qui est un monde intelligent, qui est un monde ordonné, qui est un monde de l'être? Ce n'est pas simplement un monde énergétique au sens plat du mot énergie. On va s'adresser à quelqu'un, si on veut dire ça. Il faut parler le langage de cet être-là. Et revenir de l'expérience enrichie en l'intégrant. Le rituel n'est pas simplement une forme esthétique, selon l'inspiration du moment, pour se faire sympathique et pour se relaxer. C'est une technologie du sacré, qui est donc rigoureuse, précise.
doit donc être faite par quelqu'un qui est habilité. Alors l'habilitation demande un apprentissage avec un maître, avec quelqu'un qui connaisse précisément ses lois, ses règles, ses cheminements. Il va les indiquer à son élève, qui lui-même peu à peu va intégrer ses propres formes rituelles, puisque la forme rituelle est liée en partie à la personne qui va l'exercer, de même qu'on peut avoir une même partition musicale, mais selon l'instrument qu'on utilise de musique, selon le génie de chacun et sa personnalité, la pièce musicale va être jouée différemment. Mais il y a une structure de base qui est le langage commun, universel, transculturel, de ce contact avec le monde autre. Dans la toxicomanie, les personnes vont faire des explorations, s'aventurer dans ce monde autre, mais en reviennent sans pouvoir l'intégrer. Il y a une partie d'eux-mêmes, une partie de leur être qui reste de l'autre côté en quelque sorte. Et donc, progressivement, il y aura un processus de désintégration, précisément, de dissociation. C'est pour ça que dans l'expérience avec les drogues addictives et toxiques, les personnes se sentent de plus en plus dissociées et que la descente, quand on descend de ce monde autre et qu'on revient en quelque sorte dans ce monde-ci, il y a une souffrance physique et psychique, morale, spirituelle, affective, parce qu'on se sent s'enfermer dans un univers qui nous paraît restreint, rétréci, parce qu'on ne peut pas intégrer cette partie qui a été tout à coup amplifiée. Cette expansion, tout d'un coup, on va essayer de la contenir. Et c'est extrêmement douloureux. Donc la tendance du toxicomane, de la personne qui va devenir toxicomane, c'est de retourner dans cet autre monde où il y avait plus de sensations de puissance et de liberté, de pseudo-liberté en tous les cas précisément. Quand on va faire le rituel, on va poser au départ l'intentionnalité qui est la nôtre, parce qu'on ne peut pas s'approcher du monde spirituel. On ne rentre pas dans le monde spirituel comme on rentre dans un saloon en tapant un gros coup de pied dans la porte. On frappe à la porte, on demande la permission, on demande l'autorisation, parce qu'on a affaire à un monde qui nous transcende. Et à partir de là, on va pouvoir faire ces expériences et on va être guidé dans ces expériences, on va être enrichi. Et à un moment donné, on va dire, bon, maintenant, c'est le moment de revenir. Et à travers le rituel, on va pouvoir revenir et fermer cette porte. Donc, c'est un système de contention et d'intégration pour éviter précisément le débordement et la désintégration. Les explorations dans le monde autre, on pourrait dire dans le monde de l'inconscient profond, si on veut mettre d'autres mots, c'est rentrer dans une forêt vierge, c'est rentrer dans un univers dont on ne connaît pas bien les chemins, les codes, les orientations. Donc le rituel permet précisément de poser des points de repère précis, de manière à ce que quand on est dans l'état modifié de conscience, on puisse retrouver, comme le petit poussé, qui laisse ses petits cailloux, on retrouve les marques qui nous permettent de retrouver le chemin du retour. Donc dans le processus d'Atakiwasi, qui s'adresse essentiellement à des patients qui ont des problèmes de toxicomanie, consommation abusive, de drogue, de substances psychoactives, ce sont des personnes qui ont transgressé les lois du monde spirituel en investissant cet univers, ce monde autre, ce monde spirituel, sans respect, sans préparation, sans guide, avec une profanation en fait de leur propre corps, une profanation de leur propre sacralité. C'est une autodestruction en ce sens-là. Takiwasi prétend non seulement désintoxiquer le corps, aller vers la compréhension des problèmes psychologiques, affectifs, émotionnels qui sous-tendent la consommation de drogue, mais aussi aller jusqu'à la réparation de cette dimension, la transgression spirituelle. Et pour ce faire, le patient doit découvrir peu à peu de quoi il s'agit. Parce que ça a été fait dans l'inconscience et dans l'ignorance, évidemment la plupart presque toujours. Donc, il y a un travail de réparation à faire, mais en même temps de redécouverte. Il s'agit de réapprendre son langage, restructurer son langage. Donc les activités thérapeutiques à Takiwasi, en particulier celles avec les plantes, vont toujours avoir une forme rituelle pour appeler, par exemple, la puissance des plantes à agir non seulement au niveau physique, pharmacologique, que la médecine conventionnelle connaît, mais aussi à un niveau énergétique et psychique, ça on connaît déjà beaucoup moins, et en plus dans une dimension spirituelle. Ça, c'est complètement ignoré par le monde occidental. Et là, le rituel est important. C'est-à-dire qu'on va appeler, on va solliciter en quelque sorte la plante dans toutes ses potentialités, physiques, énergétiques dans le sens psycho-énergétique,
et spirituelle. Donc il va y avoir un certain nombre de rituels qui vont être imposés en fonction des plantes qu'on utilise par exemple, parce que l'énergie des plantes n'est pas la même, leur structure n'est pas la même. Donc quand on va conduire en quelque sorte un véhicule, eh bien cette conduite nous est imposée par le véhicule. La plante est un véhicule pour aller de ce monde-ci dans le monde autre. Donc elle a une structure, elle a une manière, elle a une forme, et elle nous impose en quelque sorte sa conduite pour pouvoir l'utiliser correctement. Comme un navigateur est obligé d'utiliser, de se soumettre au courant et aux vagues et au vent et à la structure de son bateau pour pouvoir aller où il veut. C'est quand même lui qui sait où il va et qui pose son intentionnalité. Donc il y a une soumission qui est une soumission de ce qui ne dépend pas de lui mais qui peut utiliser à de bonnes fins. Donc on est un peu dans cette apprendre à naviguer précisément dans ce monde spirituel. Takiwasi se veut une école où les patients peuvent réapprendre à recréer et renouer une relation avec ce monde spirituel. Ce qu'ils ont essayé de faire de manière anarchique et chaotique et inconsciente, le refaire de manière cohérente. Avec en particulier des substances donc qui ne sont pas des substances addictives, comme l'ayahuasca, et sous des formes qui sont des formes thérapeutiques. Alors, non seulement avec les plantes, mais également, comme dans la vie, il devrait y avoir des formes rituelles au moment où il y a des grands changements de statut de l'existence. Ce que la société occidentale a perdu, et qui est une des grandes causes, à notre sens, de la toxicomanie, c'est la désacralisation de la vie. Dans les sociétés traditionnelles, pour tous les changements de statut importants, la naissance, le passage à l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence ou à la vie adulte, le mariage, la mort, la maladie, dans toutes ces étapes très importantes où il y a un changement de statut de l'individu qui passe d'un statut social, psychologique, émotionnel, physique à un autre statut, on va marquer ce passage parce qu'il est important de ouvrir une porte, en fermer une autre. Donc on abandonne, on renonce à un statut antérieur qui avait ses avantages pour acquérir un statut supérieur, en tous les cas plus évolué, qui a aussi ses avantages et qui a aussi ses inconvénients. Société occidentale, on veut être adulte, en même temps on va rester enfant. On reste adolescent. On ne coupe pas le cordon ombilical. Donc il faut couper à chaque fois le cordon ombilical, enfin, à chaque passage, et renoncer à un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui n'ont plus lieu d'être dans l'étape où je me trouve, et qui deviennent invalidantes, qui m'empêchent de croître et d'aller passer l'étape supérieure. Donc ce sont des rites de passage. Dans les 9 mois comprimés d'un traitement Takiwasi qui représente justement le temps d'une gestation, on va essayer de reprendre ces étapes qui ont été brûlées, qui n'ont pas été marquées, de nouveau les marquer avec un ancrage réel dans cette réalité-ci, mais qui en plus va marquer intérieurement la réalité psychique et spirituelle profonde de l'être humain. Donc il y a un certain nombre de rituels à Takiwasi qui vont marquer les différentes étapes d'un statut à l'intérieur du centre jusqu'au rituel final qui est quand la personne s'en va et termine son traitement. Et ensuite, si elle a bien compris et appris, elle continuera à pratiquer ces fonctions-là de manière organisée. Donc le rituel va nous permettre de marquer un renoncement et un engagement ou prononcement. Et donc il est important de s'y préparer pour savoir ce qu'on va renoncer, ce qu'on laisse en arrière. C'est pour ça souvent qu'on va voir, par exemple, on va brûler un certain nombre de choses qui vont symboliser, d'objets qui vont symboliser ce qu'on laisse. Ça c'est le langage symbolique. On va marquer sur une feuille des choses qu'on souhaite laisser en arrière et qu'on va brûler. Donc ce sont des gestes symboliques. Et ça c'est la puissance du rituel. Pourquoi? Parce que le rituel, le monde spirituel est un monde sans temps, qui n'est pas dans les coordonnées espace-temps qui sont les nôtres. Donc la puissance extraordinaire du rituel, c'est qu'on peut résoudre dans un temps d'une heure, un temps chronologique d'une heure, des problèmes qui ont pris 20 ans.
Parce qu'à l'intérieur du rituel, à l'intérieur de l'espace rituel marqué clairement, on est hors temps et hors espace. C'est en quelque sorte comme s'il y avait à l'intérieur de l'espace rituel une concentration de tous les espaces ou une concentration de tous les temps. Donc, c'est un lieu de guérison extraordinaire, très puissant et très profond. Et c'est pour ça aussi, c'est un lieu qui doit être très protégé et abordé avec beaucoup de prudence. Parce que, évidemment, si on fait aussi, par exemple, des promesses, et que dans un cadre rituel et qu'ensuite on les oublie, on a pu les oublier complètement au niveau conscient, mais elles nous tiennent et nous enchaînent au niveau profond et inconscient. Alors on peut trouver chez tant de personnes des promesses qui ont été faites à l'enfance, lors de l'enfance, où les personnes se sont, dans une situation très émotionnelle, très forte, ont pris des engagements très puissants par rapport à la sacralité et se trouvent enchaînées, se trouvent liées par ces promesses. Alors si ce sont des promesses positives et qui de consécration divine, ça peut être des promesses très bonnes, mais ça peut être aussi des promesses qui sont prises sous cause de l'émotion et qui enchaînent la liberté du sujet. Et ça, ce sont des promesses qui sont mortifères, qui doivent être réparées. Alors, on peut retrouver évidemment ces promesses, par exemple, dans un processus thérapeutique, qui sont déliées à l'intérieur d'un contexte rituel. Donc ça, c'est la puissance du rituel, et de pouvoir, dans un espace de temps limité, réparer très profondément des vécus qui ont affecté la liberté spirituelle de l'être humain. Quand le patient a passé 8 jours en isolement, qui lui sert à atterrir un peu, à prendre contact, disons, avec Takiwasi, avec les personnes qui travaillent, avec les plantes, il est loin de sa famille, bon, il a 8 jours pour voir où il en est, puis vraiment s'il veut s'engager dans ce processus. On va procéder à ce qu'on appelle le rituel de passage, qui est en fait passer de l'isolement à la communauté où sont les patients. Donc passer, il est seul et il va rentrer dans une communauté. Donc lors de ce passage-là, non seulement il rentre dans la communauté des personnes, des patients, des thérapeutes, des personnes qui font partie de Takiwasi, mais il va rentrer aussi dans le processus du traitement volontairement. Donc on va faire ça autour d'un feu, le feu qui est utilisé dans ce cas-là pour signaler tout ce qui va être brûlé du passé. Donc on va marquer symboliquement pour le patient l'abandon, le renoncement à ces pratiques de toxicomanie, et symboliquement il va brûler en principe un vêtement ou un objet qui était lié à sa consommation. Donc très souvent les patients consommaient avec toujours la même casquette sur la tête ou le même pantalon. Bon. Donc ils vont choisir un objet symbolique qui symbolise cette attache et le brûler en expliquant de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça représente pour eux. Et avant de brûler cet objet, le patient va expliquer à haute voix, en tournant autour du cercle, autour du feu, à l'intérieur d'un cercle que lui-même a tracé, il va marcher à reculons. Cette marche à reculons symbolise la nécessité de revenir sur ses pas. Il va falloir qu'il fasse un retour en arrière, et là la fonction rituelle est extrêmement importante, puisque tout retour en arrière pourrait être prise pour une régression, pour une forme de régression dans le passé. Et la régression est une constante, un interdit constant dans toutes les traditions. C'est l'interdit de l'inceste. De revenir à des états antérieurs et fusionnels. Nous sommes appelés à croître, à grandir. On va donc demander la permission de régresser temporairement, parce que la finalité n'est pas de rester dans la régression, dans la fusion et dans l'indifférenciation, mais la finalité, le but final de cette démarche est de croître, de grandir. Et pour ce faire, d'aller transitoirement et temporairement dans le passé pour aller réparer ce qui a été blessé. Donc le rituel, là, a une finalité très claire, c'est de demander l'autorisation et la permission d'aller faire ce retour en arrière pour mieux croître ensuite.
Et à partir de là, il va pouvoir entreprendre une marche en avant. Donc il va circuler de nouveau, mais cette fois-ci vers l'avant, en avant, autour du feu, en disant, là du coup, qu'est-ce qu'il vient chercher? Où il va? Quel est le destin final de cet engagement à Takiwasi? Donc il pose de nouveau son intentionnalité, cette fois-ci progressive, et comme objectif final, dans tous les cas, à Takiwasi. Quand il fait ce rituel, comme tout rituel, il est important d'avoir des témoins, qui sont témoins de sa parole, de son engagement, qui vont donc se souvenir de tout engagement, toute promesse, toute entreprise où on fait un investissement personnel doit être conforté par le témoignage de l'autre. Parce qu'on a conscience que nous-mêmes, nous sommes faibles, nous-mêmes, nous pouvons oublier, et que notre parole ne peut pas être garantie par nous-mêmes. La parole ne peut être garantie que par un tiers. En fait, elle ne peut être garantie que par le divin, c'est-à-dire par le tout autre, qui est représenté à la fois sous la forme du feu dans le monde matériel, des éléments, et par Takiwasi, c'est-à-dire par la communauté humaine qui représente l'autre. C'est une marche vers l'autre. Et cette communauté, réciproquement, accueille celui qui fait cette démarche-là, en l'assurant de sa compagnie, de son soutien, de son affection. Il lui marque ça donc la bienvenue. Et ça, c'est fondamental pour le patient. Ils attendent souvent ce moment, c'est la sortie de l'utérus, de l'isolement, pour aller vers la communauté. Il y a un changement de statut, il y a une reconnaissance. Et là, il se reconnaît lui-même dans cette démarche. Et il la pose face au monde spirituel. Donc, à la fin de ce processus, le patient est accueilli par les autres personnes. Il y a quelques mots des thérapeutes, des personnes qui ont demandé Takiwasi pour manifester cet accueil. Puis ensuite, tout le monde va saluer cette personne. Et à ce moment-là, on va remettre au patient un vêtement, qui est le vêtement qu'il va utiliser pour les sessions rituelles d'ayahuasca. C'est un vêtement thérapeutique, qui est un vêtement blanc, enfin couleur claire, qui montre et qui signale que cette fois-ci, il laisse le vêtement qui était lié à la toxicomanie, qui était lié aux forces du mal, de dégradation, de destruction, pour aller vers des forces de lumière, positives, constructives, réparatrices. Donc, il y a un changement de statut, et on manifeste ce changement de statut parce que maintenant tu es apte et tu peux porter ce vêtement. Donc on trouve dans de nombreuses traditions l'attribution du vêtement qui manifeste ce changement de statut. Et ce vêtement ensuite institue la notion que quand on va procéder à la modification de l'état de conscience, on rentre dans une fonction. On n'est plus simplement Pierre, Paul, Jacques ou Jean, on est cela, mais c'est notre partie spirituelle qui est engagée. C'est notre fonction spirituelle qu'on manifeste là. Pas simplement l'individu social avec son passeport ou sa carte d'identité, c'est son être profond. Donc on va lui remettre ce vêtement qui manifeste son appartenance à la communauté, l'aptitude à entreprendre ce processus et l'intentionnalité qui est celle d'aller vers quelque chose de lumineux, de clair et de réparateur. Donc c'est un rituel de passage qui devrait être en fait un rituel peut-être de naissance, un rituel de passage de l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Quelques semaines après le rite de passage de l'isolement à la communauté thérapeutique, la communauté de vie, aura lieu un deuxième rituel important qui est celui qu'on appelle le compromisso, c'est-à-dire l'engagement. On le distingue du premier parce que lors du premier rituel, la personne a contacté un peu les plantes, a contacté Takiwasi, mais n'a pas encore eu d'expérience avec l'ayahuasca en particulier ou avec les diètes, c'est-à-dire l'expérience d'état modifié de conscience induit par les plantes. Là, il a eu ces expériences-là, il a commencé à en avoir, donc il sait de quoi il s'agit. D'autre part, il y a eu un processus de purification, donc la personne a l'esprit plus clair, son degré de conscience par rapport à son engagement est plus poussé, et donc quand l'équipe thérapeutique le voit opportun, on va proposer à ce patient de cette fois-ci prendre un engagement
plus profond, qui n'est pas plus simplement celui de suivre le traitement, mais aussi de s'engager au-delà du traitement. Donc c'est un engagement à lutter pour les forces du bien, à servir la vie, et en connaissance de cause, à respecter la dimension spirituelle et sacrée. On va marquer ça de manière particulière, en faisant ça dans un endroit particulier à Takiwasi, qui est une petite grotte, qui a été creusée dans la pierre par un patient, sur la base précisément de ses visions d'ayahuasca, où il était demandé de faire une niche dans une pierre, d'y poser une vierge, et une fois que ce serait fait, d'offrir à cette vierge un anneau qu'il avait au doigt. C'était un anneau qu'il s'était fait avec des boîtes de conserve en prison. Cet endroit de la grotte a donc un sens particulier. Il va rendre présent à travers ce lieu, à travers cette vierge, dans cette niche, dans cette grotte, il va rendre présent la dimension spirituelle transcendante. Donc on insiste beaucoup pour dire que pour les patients qui par exemple ne sont pas chrétiens, c'est à eux d'invoquer à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui est de la plus haute sacralité pour eux. Cette fois-ci, le patient va prendre l'engagement vraiment d'une démarche spirituelle, personnelle, d'établir un lien, un dialogue avec le monde spirituel dans le respect. Je suis Patrick, je suis né en France dans une famille qui m'aimait beaucoup et qui m'a toujours donné ce dont j'avais besoin. Néanmoins, ma vie n'a pas toujours été un conte de fées et comme tout un chacun, j'ai reçu mon lot de peines, de douleurs et de souffrances. Pour ne plus les ressentir et m'éloigner de ces choses difficiles à supporter, j'ai commencé à consommer des produits nuisibles. Je ne me suis pas éloigné des peines, mais de mes rêves, de mes proches et de moi-même, oui. À présent, je ne veux plus perdre de temps et je vais changer tout ça. Comment me voient mes amis et mes proches? Ils me voient comme une bonne personne, intelligente et cultivée, à qui ils peuvent se confier et demander de l'aide chaque fois qu'ils en ont besoin. Ils me voient comme quelqu'un de fort, de courageux, avec du respect et à qui on peut faire confiance. Mais ils me voient aussi comme quelqu'un de dur, mystérieux et secret et impulsif. Ils ne savent jamais ce que je pense, ni comment je vais réagir, et donc ils me craignent et se méfient de moi. 5 motivations principales pour me soigner. Au nom de tous ceux qui ont été bons avec moi, pour voir de nouveau la paix et la joie sur le visage de ma mère, de ma sœur, de ma nièce et le reste de ma famille, pour être en paix avec moi-même et vivre dans la joie, pour montrer aux autres que si je l'ai fait, eux aussi peuvent le faire, pour retourner dans le bon chemin et atteindre mes rêves. Engagement volontaire. Moi qui souscris, Patrick, je m'engage au moyen du présent document devant les responsables du centre Takiwasi et devant ce que je considère le plus sacré dans la vie, à respecter les règles de fonctionnement du centre en entrant dans celui-ci, et qui sont: ne jamais tenter de résoudre un conflit par la violence et ne pas lever la main sur les compagnons ni sur le personnel du centre, mais plutôt de chercher la communication. Rester interné de 9 à 12 mois sans pouvoir voir famille ou amis durant les premiers mois, à moins que les responsables n'en décident le contraire. Participer aux travaux à l'intérieur du centre comme rétribution personnelle. Ne sortir du centre sous aucun prétexte, sachant qu'en cas contraire, cela signifierait mon expulsion du centre et l'impossibilité définitive de se réinterner en tant que patient. Je reconnais que j'ai un problème lié à la consommation de stupéfiants et je suis ici non seulement pour nettoyer mon corps, mais aussi mon cœur et mon esprit. Et ainsi, je m'engage formellement à laisser définitivement les drogues pour toute ma vie et lutter pour la paix, la santé et la vie, pour mon bonheur et celui de mes proches avec l'aide de Dieu. Je m'engage également à ne pas récidiver en aucune faute ou transgression que ce soit, car en commettant quelconque faute, je me rends responsable de mes actes et de leurs conséquences. Je m'engage également à obéir à toutes les indications qui me sont données. En ne respectant pas les normes et les indications du centre, je commettrai des fautes graves qui pourraient m'amener à être expulsé du centre Takiwasi sans réclamation. Takiwasi, le 6 juillet 2007. Patrick, je suis là, je suis ton parent,
pour t'aider pendant ton traitement. Il y a la nomination d'un parrain, qui est un membre de l'équipe thérapeutique, qui s'offre à ce moment-là pour être plus qu'un thérapeute. Pas simplement un bon psychologue, un bon technicien de la psychologie, ou de la thérapie, ou de la relation d'aide, mais quelqu'un qui va un petit peu au-delà, et il va lui remettre une bougie. Bien, il est le transmetteur, il est celui qui va être, celui qui signifie, là, moi, matériellement, physiquement, je suis là pour être ton parrain, je suis ton père protecteur, je suis là pour te transmettre la lumière spirituelle. Il représente à ce moment-là non seulement sa personne, évidemment, puisque ça va être effectif en acte, il est là pour ça, mais également il représente la lumière spirituelle qui est transmise par le Père, disons. Donc il y a un lien personnalisé, puisque nous sommes dans une relation spirituelle où c'est une relation d'être à être. Donc une transmission de la lumière, en tous les cas, c'est l'objectif et c'est ce qu'on souhaite qui arrive, n'est-ce pas, dans le processus. Et le patient ou le résident, à ce moment-là, prend l'engagement lui-même d'être à son tour un transmetteur de la lumière. Donc de servir le bien, la vie, le bon, non seulement à Takiwasi, mais au-delà. Et de lutter toute sa vie pour ça. De lutter toute sa vie dans cette direction-là, parce qu'évidemment, Takiwasi, ce ne sont que 9 mois. C'est simplement une gestation de quelque chose qui doit se poursuivre ensuite. Donc là, on est dans une situation où le patient prend l'engagement plus profond, normalement avec beaucoup plus de conscience de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de l'acte qu'il pose, puisqu'il est déjà passé par un processus de désintoxication et il est déjà accédé à quelques sessions d'ayahuasca. La dernière étape du rituel d'engagement en fait, sera marquée par le fait que le patient va planter une plante médicinale, va semer une plante médicinale dans le jardin botanique de Takiwasi, pour marquer le fait qu'il va s'alimenter de ces plantes, il va se guérir de ces plantes, il va les solliciter, et donc en échange il va aussi donner quelque chose au monde végétal, et il va lui aussi alimenter, on va dire, Takiwasi en plantant et en s'occupant d'une plante médicinale. Donc c'est un peu une représentation aussi de son nouvel être, une nouvelle croissance, une mise en terre, de semer quelque chose de nouveau en lui et pour lui. Donc encore une fois, c'est toujours aller vers une étape différente qui est marquée par l'initiation d'un geste, par un départ, un redépart dans la vie, et en particulier par ce qui est très symbolique à Takiwasi, puisque c'est les plantes médicinales qui sont le centre du traitement. Au cours du processus thérapeutique, le patient va vers la rencontre de lui-même, c'est-à-dire de découvrir son vrai visage. Donc la découverte de son visage suppose de s'enlever les masques qu'il a pu se poser ou qu'on lui a posés, qui l'ont protégé peut-être, qui lui ont servi pour exprimer des choses qu'il ne pouvait pas dire directement, à travers l'agression, à travers la violence, à travers la colère, la dérision, etc. Donc il y a un travail qui va se faire avec un thérapeute du centre pour peu à peu élaborer ce masque, c'est-à-dire voir quel est le visage qu'il a prêté, qu'il a voulu offrir jusqu'à présent à la société, au regard de l'autre, et qui n'est pas son vrai visage, mais qui lui a servi comme support et qui maintenant devient handicapant. Et donc, dont il a besoin de se défaire pour retrouver son vrai visage. Et pour surtout choisir, en quelque sorte, d'aller vers vraiment ce qui est son être profond. Donc, il va élaborer ça matériellement, avec un masque qui va être moulé sur son propre visage physique, et ensuite qui va décorer, peindre, de manière à exprimer ce qui, pour lui, représente cette face qu'il a voulu offrir aux autres pour l'instant, et qui lui a servi de protection. Donc tout ce il peut abandonner, encore une fois, de ce dont qu'il souhaite renoncer parce que ce n'est plus utile. Non seulement c'est plus utile, mais ça devient handicapant. Et parallèlement, il va élaborer progressivement le visage, le masque positif, c'est-à-dire l'idéalisation de soi-même, dans la réalisation pleine de lui-même, qu'est-ce qu'il serait, vers quoi il aspire à être, qu'est-ce qui représenterait
pour lui son beau visage, sa vraie face, son être profond, et qui n'est plus simplement une présentation pour les autres, mais qui serait son visage réel. Donc s'approprier en quelque sorte sa personnalité profonde et l'exprimer pour qu'elle transparaisse au regard de l'autre de manière naturelle. Donc le patient va donc fabriquer ces deux masques et au cours d'un rituel, encore une fois, va brûler le masque négatif, c'est-à-dire renoncer à tout ce qui était cette fausse personnalité ou ces fausses personnalités qui s'est construite consciemment, inconsciemment, pour pouvoir rester, pour pouvoir se protéger, en remerciant aussi ce masque. C'est-à-dire être conscient que les mécanismes de défense qui ont été les nôtres, qui sont les nôtres, les mécanismes de résistance, de protection, ont eu leur fonction. Mais que cette fonction doit cesser. Il y a un temps pour tout, et si on refuse de croître, ce qui était un support à un moment donné devient un handicap quand le temps est dépassé. Donc il y a un adieu en quelque sorte, un abandon, manifesté encore une fois par le fait de consumer le visage, le masque dans le feu. Et puis ensuite la présentation à la communauté du visage qui est le reflet de ce que j'aimerais, de ce qui est mon être profond, hein, qui ne serait plus idéalement un masque d'ailleurs, hein, qui serait vraiment moi. Ça c'est la présentation, voilà ce dont je suis porteur potentiellement, et c'est ce regard-là que je souhaite avoir sur moi-même et que je souhaite que les autres aient sur moi, et un regard qui soit authentique et véritable. Alors, ce masque-là, par contre, la personne va le garder. Et parfois c'est très difficile pour les patients de brûler un masque négatif, qui a demandé du travail, qui parfois peut être esthétiquement beau, enfin, qui a une certaine qualité esthétique, et puis à laquelle quand même on s'attache parce que c'est quand même une partie de soi-même à laquelle il y a eu des liens très profonds, qui ont duré un certain nombre d'années, etc. Et il y a un geste de renoncement, et on accompagne souvent ce rituel par des prières de pardon. C'est-à-dire que la grande thérapie pour les blessures profondes, c'est le pardon. Se pardonner à soi-même, se pardonner aux autres, s'estimer pardonnable, demander pardon, donner le pardon aux autres. Donc il y a une association dans ce rituel du renoncement au mal qu'on s'est fait, au mal qu'on a fait aux autres, demander pardon, être pardonné et aller vers un oubli, enfin disons un oubli, une restitution de cette étape de soi-même dans le passé, où elle devient simplement un souvenir sans effectivité, sans puissance, disons, énergétique, opérative dans le présent. Donc ce rituel est important pour que le patient puisse visualiser justement vers quoi il va, qu'il puisse se regarder en quelque sorte en face, et que ce masque qu'il gardera, qu'il emmènera après avec lui, lui rappelle constamment quel est le regard qu'il doit porter sur lui-même, vers son être profond, son être lumière. Évidemment, on peut bien penser que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on a brûlé un masque qu'on a abandonné absolument toute son ombre et que en 5 minutes on est passé dans la lumière complète. Ce sont des étapes, mais ce sont des étapes qui sur le plan spirituel vont provoquer ou induire des libérations très profondes et surtout un changement de statut, une réorientation psychique profonde. Je ne suis plus dans le regard sur mon passé et sur ces mécanismes-là. Je sais que ça existe, je sais que ça existait, ça a eu sa fonction. Maintenant je regarde dans une autre dimension. Donc il y a vraiment là un retournement. C'est ça la conversion en fait, c'est un retournement. C'est-à-dire, le regard se pose dans une autre direction. Donc on se met en marche encore une fois vers l'avenir, vers le futur, vers la réalisation de soi-même, vers l'émergence et la manifestation de son être profond. On a 4 éléments dans la nature, 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui sont chacun des éléments non seulement de la nature extérieure, mais de notre propre nature. Et pour chaque personne, il s'agit de chaque patient de s'approcher de ce qui peut représenter, symboliser pour lui ce que ces éléments représentent dans sa vie. Alors la terre est importante parce qu'on est de la terre, on vient de la terre, la matière,
et de l'eau. Dans le sein de la mer, on est dans l'eau et dans la matière, il n'y a pas d'air et pas de lumière, donc l'air et le feu sont absents. Mais on vient donc de cette incarnation. Et très souvent chez les patients, en particulier toxicomanes, il y a une forme de désincarnation. On a tendance à s'évader de cette réalité, de s'évader de son corps, au point où même il y a une négation du corps ou un oubli du corps. Donc on essaye de marquer à travers ce rituel, là encore une renaissance, avec un renoncement, c'est-à-dire une purification par les forces de la terre. On va d'abord faire un travail, à Takiwasi, qui travaille alors sur le corps physique, pour se désintoxiquer, mais aussi sur le corps énergétique. Donc une prise en compte de ce corps par une mort-renaissance. C'est pour ça que ce rituel est important, parce qu'il est vécu, et il peut être vécu en tous les cas, comme une forme de mort, puis de renaissance. La mort, puisqu'évidemment il s'agit de creuser une fosse dans laquelle on est enfoui. Donc il y a un réenfouissement dans une nouvelle matrice, qui est la terre, manifestée par la terre, et qui souvent, au départ, peut provoquer certaines angoisses chez les personnes qui vont le faire en pensant que ça va être insupportable, très angoissant, étouffant, etc. Alors on observe qu'en général, c'est l'inverse qui se passe. Au contraire, il y a une sensation d'être accueilli, d'être porté par la terre, d'être dans les bras de la terre, d'être materné justement, dans une nouvelle terre, dans un nouveau terreau dans lequel la personne va pouvoir croître de nouveau. Et la personne qui fait le rituel va accompagner évidemment ce rituel d'un certain nombre de gestes et de prières, et pour que ce ne soit pas simplement une expérience physique, mais ce soit aussi une expérience psychique. Et une expérience donc émotionnelle et aussi spirituelle, d'où la présence d'un certain nombre d'objets ou de gestes qui supportent, qui servent de ressources, d'éléments pratiques pour manifester cette dimension rituelle, cette dimension spirituelle. Pour le chamaïsme amazonien, il y a des purifications par les forces de la terre, par les forces de l'eau, par celles de l'air, du feu, et ce qu'on appelle les quintessences, qui sont représentées surtout par les parfums, ou par les encens, d'où leur présence au cours du rituel de la terre, pour pouvoir nettoyer le lieu des mauvaises énergies, et en fait représente aussi tous les autres éléments, les éléments de la terre, mais il y a aussi l'eau fleurie, qui est donc liquide, il y a les encens qui sont les parfums, et puis il y a le feu, puisqu'on l'utilise pour fumer et pour faire les exhalaisons de tabac. Pour renforcer la dimension donc, corporelle et physique de ce rituel, à un moment donné, avant d'être enfoui dans la terre, la personne qui pratique le rituel, qui dirige le rituel, va enduire le patient de jus de raisin. Alors le raisin représente dans la nature physique, dans la nature végétale, le sang. Et il s'agit là d'un rituel important, parce on va l'enduire de ce sang végétal. Puis son travail Takiwasi va être, entre autres, donc, de nettoyer son sang. Le sang physique, évidemment, par les purgations, par les plantes dépuratives, mais ce que représente le sang, c'est-à-dire la matérialisation sur le plan physique de ce que c'est que l'âme, l'être profond. Et ce sang, c'est aussi celui de ses ancêtres. Donc c'est nettoyer en lui son propre sang, son être et son âme, mais aussi de ce dont il est héritier par les lignes transgénérationnelles. Donc aussi, tout ce qui dans sa toxicomanie, dans ses problématiques, a pu être reçu, hérité de manière négative par les parents, par les grands-parents, par les ancêtres. Donc on a la chair et le sang, la terre et le jus de raisin. Donc on a vraiment une renaissance complète, le plus totale, hein, du corps comme incarnation et de l'âme comme esprit incarné. Le patient, avant de commencer son rituel, va utiliser les feuilles de coca. Et les feuilles de coca représentent, dans toute la tradition andine, l'élément central des connaissances, du savoir et de la médecine. Très souvent, les patients justement qui viennent à Takiwasi sont des patients qui ont consommé des dérivés toxiques de la coca, de la pâte base ou du crack ou de la cocaïne. Et il s'agit de faire une réparation par rapport à ce mésusage de la coca en reconnaissant que c'est une plante médicinale qui était profanée. C'est une forme de demande de pardon, de réconciliation avec la plante, avec sa nature bonne et généreuse et saine qui a été pervertie. Et ces rituels existent dans les Andes, puisque la coca est considérée à la fois
comme un élément tellurique très important, avec des racines très solides. Elle représente la Pachamama, la terre-mère, mais en même temps est une plante tout à fait solaire. Les feuilles de coca sont donc offertes à la terre-mère, avec en général la sélection de 3 feuilles, qui sont toujours les éléments trinitaires qu'on retrouve dans toute la tradition dont la tradition andine, et avec la vocation avant de soit consommer les feuilles de coca, soit de les offrir sur un autel ou dans un rituel, hein, la demande, l'invocation, la prière de la guérison, de l'enseignement, du savoir. Cet acte va symboliser un désir de régénération de tout son être complet, auquel il fait une offrande à la vie, aux plantes, à la terre, à la nature et au divin. C'est-à-dire je m'offre, je suis prêt à mourir, je suis prêt à abandonner les choses, à les laisser en arrière et à me rénover, à retrouver une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme d'être dans mon corps, une nouvelle forme de vivre ma spiritualité, mon lien au divin. Bien, ça rappelle fondamentalement au patient quelle est sa nature. Et sa nature, c'est nature humaine, c'est-à-dire sa nature d'esprit incarné. Donc c'est tout cela qui va marquer vraiment le début de cette thérapie. Et en plus, sur le plan concret de la vie quotidienne, remettre les pieds sur terre, accepter la vie quotidienne dans le centre, les règles, les exigences, le travail qu'il y a à faire. Donc c'est repartir vraiment, justement, au ras des pâquerettes, sur le plancher des vaches, c'est-à-dire les pieds sur terre. Quand le patient est enfoui dans la terre, le guérisseur, l'accompagnant, le maître de cérémonie va chanter. Il est important qu'il manifeste sa présence, c'est-à-dire que c'est un homme qui fait le rituel. Il marque que les forces masculines et le masculin attendent le sujet quand il va sortir de la mer, quand il sort du féminin. Ce processus donc de naissance, de sortie de la terre et de l'eau pour accéder ensuite à l'air et à la lumière. C'est vraiment une transition qui s'est faite normalement sur le plan physique, puisqu'on est tous nés, ces patients, on est tous ici dans l'incarnation, mais elle ne s'est pas faite complètement sur le plan psychique. Donc le guérisseur, le maestro, va être présent, il va manifester à travers le chant, il est là, il est présent, et il va manifester à un moment donné en frappant des pierres, cette présence aussi, et c'est un contact avec la vibration profonde de la terre. C'est-à-dire que cette terre est vivante, cette terre parle, et en plus elle parle avec un rythme. Donc il va frapper de manière assez régulière, le rythme marque la structuration. Donc, ça c'est encore du masculin. Il y a une structuration du chant, une structuration des sons, et c'est un appel à la naissance. C'est un appel à la sortie de la mer, à la sortie du monde des féminins, à la sortie de l'utérus, pour pouvoir avoir le désir, l'envie d'aller vers le Père, d'aller vers le masculin, d'aller vers la lumière et l'air. Le maître de cérémonie, à travers tous ses gestes rituels et sa présence, et lorsqu'il va déterrer le patient, accomplit un acte d'accouchement. C'est un accoucheur. Il met à jour, il amène à la lumière, et c'est la véritable fonction du thérapeute. C'est vraiment de permettre aux personnes de naître d'elles-mêmes pour aller vers une nouvelle vie. Donc c'est un rituel qui parle beaucoup aux personnes, même si cette symbolique-là n'est pas exprimée verbalement, mais en fait elle est vécue parce qu'elle s'appelle à la symbolique intérieure qu'on porte tous en nous-mêmes, à des archétypes fondamentaux qui nous constituent sur le plan profond, même si on n'a pas conscience, on n'a pas étudié ces choses-là dans des livres ou dans des enseignements. ¿Puedes sacar una mano?
terre et tu déposes le feu. Je me sens serein. Serein. Ouais, j'ai eu beaucoup de tremblements, des souvenirs de quand j'étais petit et j'ai laissé ça en fait. Je suis très calme. Merci. Donc Takiwasi propose un protocole thérapeutique qui s'adresse sur le plan physique, on pourrait dire que c'est presque de la médecine classique, même si on utilise des plantes. Sur un plan émotionnel, psychique, c'est la psychothérapie, mais tout cela s'intègre dans la troisième dimension, qui est celle du sens, qui est la fonction sémantique, celle qui permet de trouver le sens de la vie, donc c'est la fonction spirituelle. Qu'est-ce qui va nous inspirer dans la vie, qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui constitue notre moteur, la voie de notre réalisation personnelle, qui ne peut pas être simplement à un niveau professionnel ou familial, mais fondamentalement pour chaque individu, ce qui va répondre à ses attentes les plus hautes et les plus profondes. Alors, c'est pour ça que toutes les étapes thérapeutiques sont marquées par des gestes rituels, de telle manière à ce que le patient retrouve en lui-même son ordre intérieur, dans ce microcosmos qui le constitue, qu'il puisse retrouver l'ordre intrinsèque à la vie, qui lui rappelle qu'il est dans un monde spirituel, que lui-même est un être spirituel, et qu'à partir du moment où cet ordre intrinsèque, personnel, ontologique, se réharmonise avec l'ordre du monde, avec l'ordre de la vie, de la nature et du divin, à ce moment-là, il peut rentrer dans la paix, et là, c'est la véritable guérison, pas seulement une guérison que physique ou que psychique, mais vraiment qu'il puisse aboutir à sa réalisation pleine, totale et spirituelle, personnelle, profonde, dans toutes les dimensions de son être.